Donc effectivement, l'actualité tout court est riche dans le monde des cryptos. Vous l'avez indiqué sur la Russie, mais plus près de nous, pour ceux qui ont ouvert les journaux et écouté la radio depuis 2, 3 jours, avec ce qui se passe au Canada. Vous avez tous entendu parler au Canada du convoi de la liberté. Après, on adhère pas, c'est un autre sujet. Ce qui est très intéressant de noter sur ce convoi de la liberté, c'est que il y a une mesure assez incroyable du gouvernement canadien confirmée par la Cour suprême de l'Ontario, qui conduit à ce que les manifestants récalcitrants voient leur compte bancaire gelé et les animaux domestiques confisqués d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc les comptes bancaires gelés, la parade à tout ceci fait que beaucoup de participants à ce convoi de la liberté ont sorti leurs avoirs de banque pour les transférer dans des wallets chez des plateformes de cryptoactifs, et donc en transformant ceci, bien sûr, en actifs digitaux. Donc, bon, c'est un mouvement politique en quelque sorte, mais au-delà du mouvement politique, dans un pays très démocratique comme le Canada, c'est intéressant de voir ce mouvement, comme quoi les cryptos peuvent être une réponse aussi à certaines décisions. Alors, en fait, quand on parle d'actualité réglementaire, ça nécessite déjà de savoir de quoi on parle et de savoir pourquoi il y a des pays qui acceptent les cryptos et d'autres qui n'acceptent pas les cryptos. Vous avez tous vu il y a quelques temps, il y a plusieurs mois maintenant, la Chine, la République populaire de Chine, interdisant les cryptos. Enfin, c'est un peu plus subtil, mais on va en rester là. Et puis d'autres pays comme le Maroc qui aujourd'hui interdisent aussi l'utilisation des cryptos. Il y a 5 ou 6 pays dans le monde dans lesquels les cryptos sont interdits d'utilisation. Et en fait, les raisons qui motivent par derrière peuvent être diverses. La raison de la Chine n'est pas forcément celle du Maroc ou autre, mais il y a bien souvent une raison qui n'est pas mise en avant parmi celles qui sont évoquées, c'est la convertibilité. Si vous cherchez de près, il y a un certain nombre de pays pour lesquels leur balance commerciale et donc l'importance de gérer la valeur de leur monnaie par rapport aux autres monnaies est primordiale. Et finalement, avec une liberté totale de convertir de la monnaie locale en crypto, vous pouvez potentiellement contourner toute la réglementation d'échange qui existe dans certains pays. Et donc, c'est une des raisons parmi d'autres, mais qui n'est pas mise souvent en avant, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, il faut souvent regarder la question de la convertibilité de la devise pour savoir si certains pays sont hostiles ou non à la crypto. C'est loin d'être la seule raison, mais c'est quand même intéressant. Une autre différence qu'on voit aussi, qui est plus culturelle, cette fois-ci dans le monde non pas des cryptos actifs, mais dans le monde des monnaies digitales des banques centrales. Hein, la différence entre un crypto-actif et une monnaie digitale de banque centrale, c'est que la monnaie digitale d'une banque centrale, c'est d'abord une monnaie reconnue et émise par une banque centrale. Alors qu'un crypto-actif, ce n'est pas une devise, ce n'est pas une monnaie légale, elle n'a pas de pouvoir libératoire. Eh bien, quand on regarde de près les différences entre le projet chinois et le projet européen avec la Banque centrale européenne, on s'aperçoit que les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des considérations culturelles en Chine, notamment sur les données personnelles et l'utilisation des données personnelles qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe, avec le règlement européen de protection des données personnelles. Et quand on regarde de près à la fois le papier de la Banque centrale européenne et les réponses à la consultation de place lancée par la Banque centrale européenne il y a 18 mois, la première préoccupation des Européens, c'est de dire que sera-t-il fait de mes données personnelles inscrites, entre guillemets, encapsulées dans une monnaie digitale de la BCE. Est-ce que demain, ces données vont se retrouver entre les mains de la police, du fisc ou autre, etc. Bien évidemment, quand je paye avec un billet de banque, on ne peut pas tracer les différents utilisateurs du billet de banque. Hein. Le billet de banque est totalement anonyme. Les cryptos sont pseudonymes. Ce qui n'est pas pareil. Quant aux monnaies digitales de banque centrale, il y a de fortes chances qu'elles ne soient ni anonymes, ni au contraire pseudonymes, et donc qu'elles soient bien nominatives, c'est-à-dire possibilité d'identifier le nom, l'identité de la personne. Du coup, encore une fois, les préoccupations des Européens sur les données personnelles ne sont pas celles des Chinois. Donc on voit que sur un même sujet,
hein, on n'a pas les mêmes préoccupations. Si je vais un peu plus loin maintenant dans le monde arabo-musulman, il se trouve que je travaille avec un certain nombre de banques centrales du Maghreb sur l'introduction de cryptoactifs, voire de monnaie digitale de banque centrale. Et que ici, l'une des questions qu'on se pose, on est en plein dans le séminaire, c'est faut-il que ces pays arabo-musulmans, dans leur réglementation, intègrent ou non une dimension chariatique? C'est une question qui s'est posée, par exemple, au Maroc lorsqu'il y a eu la loi sur le crowdfunding, et c'est une question qui est sur la table et qui n'est pas résolue sur ces banques centrales arabo du pays du Maghreb, plus exactement, qui réfléchissent à l'introduction de soit de cryptoactifs, soit de monnaie digitale, soit les deux, et se demander à la fin, mais est-ce qu'il faut quelque part que, si je prends l'exemple du Maroc, hein, que le Conseil des oulémas donne un avis sur l'émission d'un dirham. Si je prends l'exemple du Maroc, hein, je pourrais prendre un autre exemple, mais prenons celui-là. Et donc, c'est toute la question de savoir comment je légifère sur ce monde des cryptoactifs et des monnaies digitales de banque centrale dans les pays de tradition musulmane, quel doit être le rôle des scholars dans la réglementation, est-ce qu'il faut l'intégrer dans la réglementation ou pas, est-ce que c'est une condition préalable à la reconnaissance des cryptoactifs ou des monnaies digitales? Ça, ce sont des choses très concrètes qui se posent en termes réglementaires dans les pays de tradition musulmane, avec une différence majeure, comme vous le savez. Les pays dans lesquels la tradition musulmane et notamment comment dire, il n'y a pas de séparation entre, ou pas aussi forte, ce sont des pays qui ne sont pas laïques. Si vous prenez la différence avec des pays de tradition musulmane, mais de la zone UMOA, donc du Sénégal à la Côte d'Ivoire et les autres pays, sont des pays dont la constitution est laïque, bien que une majorité d'un certain nombre de ces pays sont musulmans, et donc il n'y a pas d'équivalent de conseil des oulémas. Et donc, quand on légifère sur la finance islamique et donc sur les cryptos en matière de finance islamique, c'est pas de la même manière que si je légifère au Maroc ou ailleurs. Donc, c'est ces questions qu'on se pose en termes réglementaires. C'est comment on peut réglementer le monde des cryptoactifs et de la monnaie digitale en général par rapport à des préoccupations qui ne sont pas les mêmes. Je vous ai donné l'exemple du RGPD et de la protection des données, j'aurais pu en prendre d'autres. Comment on légifère là-dessus? Et dans des pays dans lesquels l'aspect chariatique est primordial, comment j'intègre en plus cette deuxième dimension? Voilà, c'est plus introductif pour vos propres réflexions, mais c'est un sujet sur lequel, à titre professionnel, je travaille beaucoup en ce moment. J'étais un peu long, on m'a demandé de tenir 5 minutes, j'ai donc tenu 5 minutes.